Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Sur les plateaux de Télé 7 pour la première fois, je reçois nos confrères journalistes africains, ceux de l'Afrique centrale et ceux aussi de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons à ma droite monsieur Cissé, Mahaman Hamey Cissé, qui est le doyen dans la presse. Il est directeur de publication de L'Escorpion, président de l'IPF Mali, coordinateur IDEM, donc Institut pour la démocratie et l'éducation des médias. Monsieur Cissé est malien et reste à Bamako. De l'autre côté, un peu plus loin, donc à l'extrême droite, il y a Xavier Luc Dochoua. C'est Dochoua? C'est bien ça. Ah, exactement. Président du conseil éditorial du quotidien Les Jours. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'équivalent de telle publication? Un peu, c'est entre rédacteur en chef et directeur de publication. Oui, Les Jours, c'est un journal camerounais. Et puis, monsieur Xavier Luc Dochoua est vice-président du Forum des responsables des médias d'Afrique centrale, FEMAC. À ma gauche, nous avons monsieur Makan Kone, président de la Maison de la Presse du Mali, directeur du journal Nouvelle Libération. Monsieur Makan Kone, comme monsieur Cissé, réside à Bamako. Bamako, oui, bien sûr. Et à l'extrême gauche, il y a monsieur Gubay Gatama, je pense c'est bien prononcé. Il est directeur du journal L'Aigle du Sahel au Cameroun. Donc, monsieur Gatama est trésorier de l'Union des journalistes du Cameroun. Donc, qui est l'association des journalistes camerounais. Ah, ok, c'est national. C'est pas seulement Yaoundé. Non, national, c'est pour tous les pays. Ok, nous commençons notre petit débat. On a eu M. Cissé, M. Xavier, M. Gatama et M. Kone étaient invités par le gouvernement congolais, on peut dire par le commissariat général à l'organisation du sommet, 14e sommet de la francophonie, dans le cadre d'un grand séminaire, on peut dire un grand colloque, un grand congrès. Sur les médias, au moment, je vois un peu les titres. Paix et sécurité en Afrique, rôle et place des médias francophones. Donc, c'est dans ce cadre qu'on va essayer un peu de discuter avec Cissé, avec Xavier, Gatama et Kone. Et ils vont commencer par donner leurs impressions de la situation. Monsieur Cissé, quelles sont vos impressions après ce congrès des médias francophones à Kinshasa? Mes impressions, elles sont bonnes. Je crois qu'il était bien qu'on vienne partager un peu nos expériences, partager nos sens de la solidarité par rapport à ce que vit l'Afrique. Au-delà de la RDC et du Mali, je crois que toute l'Afrique est régulièrement confrontée à des problèmes de paix et de sécurité, que ce soit par le fait des rébellions ou par le fait des mouvements politiques ou institutionnels. En tous les cas, les médias sont là et ils doivent jouer un rôle non seulement de médiation, mais un rôle d'information, comme disait Abraham Lincoln. Informer le public, le pays sera en sécurité. Donc je dis que c'est un sacerdoce pour nous et on est dans cette logique. Et notre congrès a permis de partager nos expériences et de montrer que les médias peuvent jouer un rôle important pourvu qu'on leur reconnaisse leur place et leur responsabilité dans la médiation et dans la résolution des problèmes de paix et de sécurité que nous vivons, en amont comme en aval. Xavier, vos impressions? Je dois d'abord préciser que le Cameroun ne connaît pas la guerre et donc il était important pour nous autres journalistes camerounais de venir vivre de près la réalité du
conflit que connaît en ce moment la RDC et aussi partager l'expérience des confrères qui viennent en zone de conflit, comme ceux du Mali. Et ça nous permettait de relativiser un certain nombre de préjugés que véhiculent les médias occidentaux, en partageant avec nos frères qui, au quotidien, sont confrontés à la réalité des conflits. Donc, en cela, pour moi en particulier, je trouve que ce congrès valait la peine. Et puis, j'ai été assez édifié par le niveau de participation de la presse congolaise et africaine à ce congrès et par la qualité des débats. Monsieur Koné, vos impressions? Ok, comme mes prédécesseurs, elles sont bonnes, hein, mais je voudrais d'abord féliciter et remercier les organisateurs, à commencer par toi-même, Freddy, par rapport à l'organisation, par rapport au timing, par rapport au fait que comment est-ce que tout ça a été bien coordonné. C'est vrai que c'était pas évident. C'était pas évident du temps de préparation à la réalisation et tout ce qu'il y a comme réussite déjà. Maintenant, par rapport à notre participation en tant que Malien, je voudrais un peu taquiner mon frère Xavier. Vous savez, notre venue ici est extrêmement importante en tant que Malien. Xavier a dit une chose qu'il doit relativiser encore plus. C'est-à-dire, l'état dans lequel le Mali est aujourd'hui, il y a une année, 2 ans, nous disions la même chose. Franchement, ce n'était pas évident. Personne ne pouvait se dire que le Mali allait tomber aussi bas. C'est la raison pour laquelle notre présence ici, beaucoup l'ont dit, à commencer par toi, Freddy, elle est extrêmement importante parce que déjà, ça doit servir de leçon à tous les États africains, ce que le Mali traverse aujourd'hui. Il y a 6 mois, une année, on ne pouvait pas imaginer que le Mali pouvait se trouver dans un tel état. Maintenant, c'est des journalistes maliens qui viennent exposer cela aux autres confrères, parce que pour dire qu'aucune liberté n'est acquise ad vitam aeternam, comme on dit. Okay. Les pays africains peuvent toujours basculer. On va revenir sur le Mali, sur la RDC. Et M. Gattama? Oui, je dois d'abord saluer cette initiative du gouvernement congolais, de l'OIF, remercier les organisateurs, évidemment, comme a dit M. Koné, remercier Freddy pour toute cette disponibilité, pour l'accompagnement. Sur le fond du sujet, je dirais que les journalistes n'ont plus qu'un rôle à jouer, parce que si vous voyez ce qui s'est passé en Afrique ces dernières années, la Libye, la Tunisie, l'Égypte, la Syrie aujourd'hui, et que vous voyez le rôle des médias, c'est très très important dans un conflit. Alors que Kadhafi, par exemple, n'était pas encore tombé, on appelait l'armée gouvernementale l'armée de Kadhafi. Alors qu'à ce moment-là, il continue à incarner l'État. Donc il y a une évolution dans le traitement médiatique des conflits par les Occidentaux qui fait que les Africains doivent pouvoir réfléchir dessus. Par exemple, la crise congolaise, comment elle est traitée, comment elle est vue ailleurs, comment elle est vue ici. Moi, quand je lis les journaux, depuis que je suis là, je m'intéresse aux journaux, j'apprends un ensemble de choses. J'ai eu à ma disposition un ensemble de choses, dont le dernier élément que M. Freddy me l'a d'ailleurs donné, le rapport de Nations Unies. Moi, je l'ai entendu, mais je n'avais jamais pu lire le document. Donc, à partir de ce document, évidemment que ma perception, même sur le conflit, change. Donc, au-delà de tout ça, je souhaiterais surtout que les journalistes se mettent ensemble pour partager un ensemble d'informations, se partager des documents de telle façon que chacun puisse mieux analyser quelque chose. Sinon, autrement, on est là, je ne reçois pas la télévision congolaise chez moi, donc je suis calé sur France 24, je suis calé sur des médias occidentaux qui me donnent à manger que ce qu'ils veulent bien me donner à manger. Alors que s'il y avait une forme de regroupement, un petit réseau aujourd'hui avec Internet pour se partager un ensemble d'informations, je pense que ça peut nous faire évoluer dans la compréhension des conflits, dans la recherche de la paix et évidemment même dans notre propre travail d'information. Oui, en tout cas c'est une bonne chose que vous soyez à Kinshasa, parce que chaque fois que je parle au Cameroun, on se retrouve ailleurs. Il y a toujours des clichés que nos amis véhiculent toujours sur le Congo. Et on était avec vous à Rabat, il y a eu une béninoise qui me dit, mais il a dit, il y a guerre à Kinshasa. Hein, est-ce que le ministre Mende qui parle, c'est un Congolais? L'impression que ça m'a donné qu'on a des clichés sur le Congo. Vous venez de passer 2 ou 3 jours.
quelle impression avez-vous sur ces clichés qui sont véhiculés à travers le monde, à travers l'Afrique, sur le Congo et les Congolais? Oui, je crois que c'est comme on a dit au départ, hein, c'est ça l'intérêt d'un tel congrès. Un, ça permet de savoir que nous sommes en situation où il faut privilégier la confraternité, il faut privilégier, comme Guiba l'a dit, le réseautage entre confrères africains pour, ne serait-ce que par les nouvelles technologies, avoir en temps réel l'information de ce qui se passe chez nous. Parce que ce qu'on entendait du Congo et ce qu'on a vécu, non seulement à travers ce qu'on a lu, mais à travers des échanges. On a échangé avec chacun est venu pour un ou deux par pays, mais nos confrères congolais étaient là. Et on a échangé sur la réalité des choses. On sent que les clichés, vraiment, il est temps qu'on les dépasse. Et comme Guiba l'a dit, le complexe qu'on a, c'est que si je débarque ou bien je te rencontre à Rabat, comme on l'avait fait, mais on te dit, mais le Congo, mais vraiment c'est un brasier, comment vous faites pour en sortir et tout? Tu as beau expliquer des fois, tu as des confrères qui te disent, mais même hier soir, RFI a dit, même... Moi je crois qu'il faut qu'on dépasse un peu ces clichés-là, qu'on soit beaucoup plus professionnel, qu'on prenne la source à la source et qu'on essaye de s'abreuver moins à d'autres sources qui sont très loin des trucs. Et surtout que France 24 et les autres, c'est des confrères. Les confrères d'ici sont des confrères. Mieux vaut prendre les confrères à la source. Aujourd'hui, l'Internet et tous les médias sociaux font qu'aujourd'hui, on a l'information. Parce que les dangers, c'est quoi? C'est que quand on suit, Guibé a parlé de la Libye, on a parlé de la Tunisie, on a parlé de ce qui s'est passé même au Maroc. Toutes les fois où les autorités, les institutions ont accepté d'écouter les médias, ils peuvent prévenir. Mais toutes les fois, ils n'ont pas écouté. Ils ont suivi les médias occidentaux. Les clichés, c'était quoi? La Tunisie, c'était le meilleur pays, le pays le plus stable, indice de développement très élevé, Un coup, ça tombe, et puis ça coûte même la place à un ministre des Affaires étrangères. Kadhafi, c'était le père de l'Afrique, Un coup, les Occidentaux décident qu'il est en train de tuer son peuple. Pap, ça fait ce qu'on a vu, ça fait le brasier qu'on a vu, ça fait le chamboulement en Afrique qu'on est en train de voir notamment au Sahel et au Sahara. Bon, tout ça, si on écoutait nos médias, si dans des forats comme ça, on les organisait une fois par semestre ou une fois l'an, où on se retrouve pour faire comme les chefs d'État le font au niveau de l'IA, au niveau des organisations sous-régionales, de la CEDEAO, de la CEMAC, ainsi de suite. Si nous, on se réunissait aussi pour continuer à alerter nos institutions, nos autorités, on n'en serait pas là. Parce que jusqu'à présent, la mondialisation de l'information est au détriment de l'Afrique. Et il faut que nos institutions commencent à aider les médias africains à être au niveau des autres. La guerre de l'Irak, l'Amérique a été forte là-dedans parce que toute la source d'information était CNN. Vous voulez ou vous ne voulez pas? Ce n'est pas que CNN donne des fausses informations, mais c'était elle la source. Il faut faire en sorte qu'aujourd'hui, les sources d'information sur le Congo soient les médias congolais, les sources d'information sur le Mali, ainsi de suite, les sources d'information sur le Cameroun, parce que comme Macan l'a dit, le Cameroun, aucun pays n'est à l'abri de ce qui se passe chez nous. Il faut qu'on sache se le dire. Et il n'y a que nous, médias, tout de suite quand nos confrères vont retourner au Cameroun, dans un autre pays, leur papier, mais les gens, dès qu'ils écrivent, on croit que c'est des opposants parce qu'ils ont commencé à dire attention, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut nous arriver. Et ça pose problème. On commence à les empêcher de travailler, à les étiqueter et à dire qu'ils sont contre les clichés. Or, c'est les clichés qui enfoncent nos pays. Voilà ce que je veux dire. Votre avis, Xavier? Il faut dire qu'avant d'arriver ici, j'avais l'impression que le Congo vivait un chaos. Mais les images du Congo que j'ai en esprit maintenant sont tout à fait différentes de celles que j'avais avant d'arriver. Et on a été reçu par le Premier ministre qui nous a démontré que le pays est en train de s'éveiller. Il nous a déroulé sa feuille de route. Il a fait un premier bilan de ces 5 mois, je crois, de gouvernement. Et j'ai l'impression que ce bilan est encourageant. Donc, l'opinion que j'ai du Congo aujourd'hui, c'est un pays qui se construit petitement, certes, mais qui avance. La deuxième chose que j'ai notée, c'est que malgré ces efforts qui sont faits, le pays est préoccupé par la question
l'insécurité à l'Est. Et donc j'ai senti de la part de la population, les gens qu'on a rencontrés de jour comme de nuit dans les sous-quartiers, les journalistes avec qui on a discuté, on a le sentiment que les gens sont préoccupés par la question de la paix et que le peuple est soudé derrière ses dirigeants pour véritablement mettre fin à la situation d'insécurité qui sévit à l'Est. Maka, je pense que c'est la première fois que tu arrives à Kinshasa. Bien sûr. Il y a de la communauté des Maliens ici. Comment tu vois les choses? Qu'est-ce qu'on t'a raconté dans les temps quand tu étais bien sûr. à Bamako? Oui, merci. En fait, vous savez, je vais vous parler franchement. Moi, c'est ma première fois de venir à Kinshasa. Dans notre imagerie, et puis ce qu'on sait avant d'arriver ici, ce qu'on sait du Zaïre, du Congo ex-Zaïre, c'est la rumba, c'est le makossa, c'est la joie, c'est danser ici. Donc pour nous, c'est ça, c'est un pays en fait, un pays grand en termes de superficie, mais dont les gens ne font que s'amuser. Mais... C'est qu'on est des danseurs, ils aiment les femmes, ils aiment les bières et la musique. Voilà, c'est ça un peu. Mais honnêtement, à visiter Kinshasa, c'est pas autre chose. C'est vrai que les gens ils s'amusent. Mais comme on dit chez nous à Bambara, je crois que ça s'applique à Kinshasa, c'est-à-dire le fait de s'amuser n'a rien à voir avec le travail. Je crois que ça s'applique vraiment à Kinshasa. Donc moi, j'ai bien apprécié, comme il a dit, le Premier ministre nous a réussi, nous a fait un bilan chiffré de son travail. Le pays avance, quoi qu'on dise, préoccupé, c'est vrai, par l'Est comme chez nous au Mali. Maintenant, autre chose que je voulais aussi aborder un peu par rapport, dire quelque chose par rapport au rôle des médias dans tout ça. Il faut que nous, on ne va pas se faire de l'autoflagellation en tant que journaliste. Nous jouons notre rôle, que ce soit au Cameroun, au Mali, au Zaïre, en RDC, pardon, et tout ça. C'est le complexe de nos autorités qu'il faut dénoncer finalement. Que ce soit au Congo, que ce soit au Mali, que ce soit au Cameroun. C'est un complexe. Donc nos autorités reçoivent des médias étrangers. Oui, bien sûr, je vais venir, c'est ce que j'allais dire. Voilà, le ministre malien, congolais, il préfère faire déplacer un journaliste qui peut-être à moins de niveau que moi, à coût de millions, le faire venir le loger pour peut-être une petite page ou 5 minutes sur sa chaîne de télévision, au lieu que son message peut le faire passer dans le journal Le Potentiel pour le citer, ou sur la chaîne TV7 à moindre coût, et c'est le patriotisme, c'est son patriotisme qui va sortir. Mais non, mais nos gens, ils préfèrent travailler avec les gens de l'extérieur. C'est ce complexe-là qu'il faut dénoncer finalement. Pour un impact discutable. Pour un impact discutable, merci. C'est ce complexe que nous, journalistes, nous devons aujourd'hui dénoncer. Vous avez prouvé, écoutez, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est extrêmement bien que, c'est formidable que les journalistes soient réunis en marge, en prélude à ce sommet. Regardez l'impact que ça a eu. Nous, déjà, en tant que Maliens, on est très fiers de voir le Mali à la une du Potentiel, dans la déclaration. En tant que Maliens, on en est fiers. Maintenant, est-ce que nos autorités qui seront là, ils vont faire mieux que nous? En tant que journalistes, il faut que les gens comprennent que nous avons un rôle et que nous jouons déjà un grand rôle. C'est cela aussi. Donc, moi, principalement, c'est ce complexe-là que je dénonce de nos autorités. C'est eux, comme l'a dit mon aîné, c'est eux qui doivent donner c'est eux qui doivent donner les moyens, qui doivent se faire une presse, qui doivent avoir une presse respectée et respectable. Mais on continue à jouer cela. Nous aussi, nous faisons notre travail selon les moyens dont nous disposons. Mais après tout, c'est eux qui perdent en réalité. Nous, on n'est pas politique, on va pas dire. C'est eux qui sont les premiers perdants dans cette histoire. Nous, en tant que citoyens, ça nous fait mal de voir nos États dans certaines situations. Mais quoi qu'on dise, honnêtement, nous jouons un grand rôle dans tout ça et nous le jouons très bien. Oui, notamment, je pense qu'aujourd'hui, il y a l'effet très clair que l'Afrique est malade. Et surtout malade de ses élites. Vous, en tant qu'élite, est-ce que vous vous assumez? Élite intellectuelle et journalistique. Oui, bah, pour revenir d'abord sur le Congo, oui. Moi j'étais émerveillé quand après l'aéroport de Djili. Il y avait plein de monde. J'ai demandé combien de gens il y a à Kinshasa. On m'a dit 10 millions, 11, 12 millions. Donc c'est une mégapole. Les gens ils sont en activité. Hier avec Xavier, j'ai dit nous au Cameroun, le dimanche, la ville est généralement plus ou moins déserte. Et il y avait du monde. Donc c'est un peuple qui est dynamique. Et il faut aussi dire qu'il y a un film qui a marqué beaucoup d'Africains sur le Zaïre, Mobutu, roi du Zaïre.
Donc les gens regardent toujours, ils ont regardé le film comme s'ils étaient déjà au Zaïre. Donc tant qu'ils ne viennent pas au Congo, ils ont cette image-là. Et qu'est-ce qui est resté de cette époque? Une inflation terrible. Donc ici, quand je vois que la monnaie s'est stabilisée et qu'à $2, vous avez 2000 francs congolais plus ou moins, mais je me dis quand même que le Congo a fait un effort immense. Maintenant, sur le conflit, il faut avouer que moi, à titre personnel, j'ai une préoccupation. C'est qu'en temps de paix, les pouvoirs ne veulent pas donner les moyens aux médias pour travailler parce qu'ils sont dans un rapport conflictuel. On a des dirigeants qui essaient de tirer sur les ressources pour leur bien personnel. Ils se disent plus les médias ont des moyens, plus ils vont les dénoncer. Mais en temps de conflit, ils ont besoin de ces médias. Sauf qu'à ce moment-là, ils n'ont pas de moyens pour pouvoir les accompagner. Parce que quels sont ceux qui soudent la population derrière? Pas derrière les dirigeants. Parce que le problème de la paix, ça ne connaît pas de parti politique. C'est-à-dire aucun parti. Le parti qui soutient la guerre se met à marge de la loi. Donc tout le monde est d'abord soudé derrière une cause nationale qui est la paix. Ou si vous aviez, dans le cas du Congo avec l'Est, et qu'il y a quand même quelques agissements extérieurs, dont tout le monde se soude. Mais quels sont ceux qui expliquent à la population pourquoi il est nécessaire de se souder? Pourquoi il est nécessaire de taire certains conflits pour. Ce sont les médias. Mais à ce moment, pour jouer un rôle précis comme celui-là, il n'y en a pas. Qu'est-ce que nos dirigeants continuent de faire? De faire venir Jeune Afrique, 24 pages, pour dire que le Congo est comme ceci, le Congo est comme cela, le Congo est comme cela. Donc à l'extérieur, on dit le Congo est comme cela, alors qu'à l'intérieur même, on ne sait pas que le Congo est comme cela et tout. Donc, et le problème, c'est que nous ne retenons pas les leçons. Nous sortons de là, les dirigeants continuent la même politique. Nous rentrons dans le conflit, même politique. Nous sommes de la même politique. Donc il faut pouvoir changer. Les politiques doivent se dire, les médias ne sont pas pour un problème. Les médias accomplissent un travail de salut public, d'intérêt public, parce que informer, c'est une mission de service public. Donc, il faut se tenir la main, s'accompagner, et ce n'est que comme ça qu'on peut faire. Je prends un truc simple. Si le gouvernement congolais disait, moi, je fais un forum comme celui-là pour expliquer ma position, il n'y a rien de mal, mais ça complète l'information du journaliste. Mais si vous allez seulement le soir en Belgique, Libération ou Le Monde, même moi qui suis au Cameroun, qui suis bien plus proche du Congolais que celui qui est à Bruxelles, on refuse de m'informer pour informer celui qui est à Bruxelles. Je ne comprends pas. On refuse d'informer le Malien pour informer celui qui est aux États-Unis. Moi, je ne comprends pas. Donc, il y a des choix à faire. Et ça, j'invite quand même les gouvernements à pouvoir évoluer dans leur compréhension, dans leur rapport avec les médias. Ok, merci beaucoup. Il faut ajouter à ce que les jeunes ont dit, les jeunes confrères, ils ont dit, c'est que, qu'on veut ou pas, France 24, CNN, Le Monde, et tout ça, c'est les États français, américains, eux qui ont fait les grands médias chez eux. À un moment ou à un autre, ils ont investi. Parce que c'est un élément de se positionner au plan mondial. Mais on ne peut pas continuer à avoir des instances de régulation, des ministères de l'information, de la communication. On ne voit qu'ils sont là que pour faire des lois répressives, pour empêcher aux médias de faire leur travail et tout. Quel ministre, quelle instance, fut-elle institutionnelle de régulation des médias a dit voilà ce que j'ai apporté aux médias. Voilà comment j'ai consolidé les médias. Et ils viennent immédiatement, c'est pour dire les fréquences coûtent tant. On ne dit pas on vous donne un moratoire de 3 ans pour ne pas payer les redevances et tout. Après, quand vous êtes consolidé, en fait, on ne dit pas vous êtes dégrévé d'impôts pour les journaux, pour ceci, cela. Et les filles, on a suivi nombre de fois, ils sont en grève parce que c'est des droits qu'ils ont eu depuis 50 ans que l'État commence à dire ça suffit, les journalistes. Ça fait longtemps que vous ne payez pas d'impôts, ça fait longtemps que vous ne payez pas de taxes. Chaque fois qu'on revient à ça, on a une semaine, on n'entend pas RFI. Mais nous, chaque fois qu'on veut nous donner des aides, des fois, c'est nos États occidentaux qui disent « Ah non, si vous suivez ça, l'État va vous tenir ». Mais l'argent que le gouvernement donne aux médias, ce n'est pas pour le Premier ministre, ce n'est pas pour le ministre, c'est pour l'État. Mais si est-ce qu'on ne peut pas dire que les juristes eux-mêmes ne sont pas sérieux? Très souvent, dans la relation avec les hommes politiques, il y a un peu de copinage, et puis beaucoup ne font pas de travail. Non, mais non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lancer la pierre sur les journalistes. Je me dis, moi, avoir des relations avec un homme politique ne fait pas que je manque de personnalité. Avoir des relations avec un homme politique, ça veut dire que chacun joue sa partition.
Moi, je suis un journaliste, je me veux indépendant. Mon ami d'enfance, ce n'est pas parce qu'il fait de la politique qu'il n'est plus mon ami. Mon frère, mon père ou mon homme, ce n'est pas parce qu'il fait de la politique qu'il n'est plus mon ami. Et moi, ce n'est pas parce que je suis parfois dans l'opposition que mon frère est dans la majorité qu'on n'est plus des frères. Il faut se mettre au-dessus de ça. Moi, je dis, les journalistes, ce qui est bien, c'est ce qu'on a fait ici, c'est venir montrer qu'est-ce qu'on peut partager ensemble, qu'est-ce qu'on a de commun et comment on doit se battre pour que ce qu'on a de commun, qu'on puisse le faire. Les politiciens, ils ont leur solidarité par rapport à des intérêts politiques. Nous, on doit avoir notre solidarité par rapport à des intérêts professionnels qui font qu'on s'impose par rapport à nos confrères occidentaux. Le temps passe qu'on va tabler sur le Mali. C'est quand même très sérieux. D'abord, la vie de notre ami, est-ce qu'on ne peut pas dire que les journalistes aussi ne sont pas au sérieux? Bon, peut-être, je crois qu'il faut éviter les généralisations quand même. Dans tous les pays d'Afrique et du monde, il y a deux presses. Il y a la presse sérieuse et il y a la presse de caniveau. Même en... Du bas niveau, bien de caniveau. De caniveau. Même en Occident, il y a la presse trash qui parle de sexe, de sang, de scandale, etc. Donc il ne faut pas que nous, les Africains, de la presse africaine, on passe le temps à s'auto-flageller. Il vaut mieux plutôt savoir que cette distinction-là existe partout et travailler avec la presse sérieuse. C'est-à-dire que à l'intérieur des États, même si on n'a pas le soutien des pouvoirs publics pour faire l'écrémage entre la presse sérieuse et l'autre presse, la presse sérieuse doit se regrouper et éviter le copinage avec la presse de caniveau. Ça, c'est un premier niveau d'organisation. Maintenant, dans les rapports avec le politique, ça, c'est inéluctable. Un journaliste sérieux, d'influence, ne peut pas se couper de la relation avec les politiques. Mais il faut savoir garder la distance. Contact et la distance. Ouais, le contact et la distance. C'est-à-dire être en contact, mais garder la distance. Donc, ce qu'il faut éviter avec les politiques, c'est la connivence. Mais le contact, on ne peut pas l'éviter. Voilà ce que Ok, Gatama. Oui, moi je rejoins ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que le problème, c'est la compromission. Maintenant, discuter avec le politique, il n'y a pas mieux. Sinon, comment vous allez pouvoir sourcer un bon article, sourcer une bonne analyse? C'est difficile. Si vous faites aujourd'hui un article sur la politique étrangère, par exemple, du Congo, comment le Congo gère sa situation actuelle, sa situation conflictuelle avec des pays voisins et autres. Mais si vous ne discutez pas avec le ministre des Affaires étrangères ou un de ses proches collaborateurs, à moins d'avoir des documents confidentiels sur lesquels il est plus difficile de pouvoir faire un article sérieux. Sauf si c'est un article d'opinion que vous-même vous lancez. Donc, moi, je ne condamne pas ça. Comme a dit mon compatriote Xavier, c'est un problème de rapport, d'un contact simple et d'une distance. Mais le journalisme même à la fin, quand vous dites qu'il y a deux types de journalistes, le journaliste de caniveau et puis ceux de métier sérieux. Mais quels sont ceux qui organisent ça? Ce sont les pouvoirs. Ils ont besoin d'avoir des médias malléables. On vous dit allez à gauche, vous allez à gauche sans retenue, sans cette réserve pour pouvoir vérifier l'information. Ce sont les politiques qui disent voilà un peu d'argent, écrivez sur tel. Voilà un peu d'argent, dites que ceci est comme ça. C'est le pouvoir en place qui organise généralement ce type de choses. Parce qu'il y a des moyens de le réguler, mais ils sont toujours là. Vous voyez des gens on va dire la liste des homosexuels du Congo, qui sont au gouvernement, on met, ça se vend, mais personne ne peut apporter la preuve de ce que tel. Mais on ne dit rien, parce qu'il faut qu'un politique qui est candidat à telle chose veut salir telle autre. Donc, il y a d'abord une prise de conscience de nos gouvernants sur le rôle de la presse sérieuse. Mais si tout le monde veut jouer à la bamba, à la rumba, venir danser comme dans un marigot, eh bien on aura toujours ce type de désordre qui est préjudiciable donc à l'information. Ok, je voudrais profiter de cette occasion pour vous poser une question. Vous, Camerounais, comment traitez-vous, bien quel regard portez-vous sur la situation au Mali? Parce qu'on doit en parler, c'est très important. Parce qu'à Kinshasa, nous-mêmes on a des difficultés. Avant que les Maliens même parlent, vous, Camerounais,
quel regard portez-vous sur la crise malienne? Je commence par Nous toi. sommes préoccupés. Parce que vous savez, on a une frontière. D'abord, au Cameroun, il y a une zone sahélienne, dont je suis d'ailleurs issu, où culturellement, nous sommes plus ou moins proches, que ce soit des Tchadiens, des Maliens et autres. Nous sommes préoccupés donc par cette situation. D'autant plus qu'elle remet en cause quoi? C'est-à-dire remet en cause les politiques de nos gouvernants. Parce que qu'est-ce qui crée souvent ces situations? C'est que l'État délaisse une partie du pays. Je n'ai jamais vu des gens aisés, qui vivent bien, qui mangent bien, qui se préoccupent d'autre chose que du quotidien, se mettre en mouvement de déstabilisation et autres. Sauf dans des cas où il y a des gens derrière qui essaient de pousser. Mais donc, on doit pouvoir répartir les richesses. On doit pouvoir veiller à la justice pour que tout le monde puisse se sentir chez soi. Donc, je suis préoccupé parce que chez nous, comme ce n'est pas encore arrivé, Dieu merci, je pense que les politiques doivent pouvoir se dire il ne faut pas que nous cultivions l'injustice. Non, ici, je voudrais savoir la lecture que vous faites du cas malien, mais vu du Cameroun. Quand vous écrivez vos articles, comment vous les traitez? Les causes, au moins, quelle explication que vous donnez à la population? Mais on a un problème simple, il faut dire aussi. Nous nous basons sur les agences de presse, nous nous basons sur les contacts que nous avons. Par exemple, moi j'ai un contact avec mon ami Koné qui essaie de m'expliquer beaucoup de choses. Mais il faut avouer que nous n'en sommes pas encore rendus en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon journal, à envoyer, à dépêcher sur place un journaliste pour pouvoir couvrir la situation. Donc, on rencontre généralement à partir des agences de presse et à partir des contacts que nous avons sur place. Ça, c'est aussi l'une des grandes faiblesses des médias africains qui n'ont pas de moyens pour pouvoir se déployer sur l'ensemble. Est-ce que dans votre quotidien, les jours où vous arrivez à traiter cette question du Mali à la une de votre journal? Peut-être pas à la une, mais avant de répondre, je voulais dire une chose. La crise malienne n'est pas aussi lointaine qu'on pourrait le penser pour les Camerounais, pour des raisons d'abord historiques. C'est-à-dire que le Cameroun, au début à l'indépendance, avait dans son gouvernement un Malien, Cheikh Modibo Sissoko, qui a été ministre et proche conseiller du premier président camerounais. C'est pourquoi il n'y a pas de visa entre le Mali et le Cameroun. C'est pour ça que jusqu'à ce jour, il n'y a pas de visa entre le Mali et le Cameroun. Les Camerounais vont au Mali sans visa et vice-versa. Donc il y a cette proximité déjà et ça s'est accompagné d'une forte émigration malienne au Cameroun. Donc il y a dans le secteur du petit commerce, les Maliens sont beaucoup présents dans les marchés de Douala et de Yaoundé en particulier. Donc c'est des gens avec qui nous vivons au quotidien et ce qui fait que leur préoccupation est la nôtre. Ça, c'est un premier point. Maintenant, à titre personnel, j'étais à Tombouctou il y a 2 ans. 2 ans. Il y a 2 ans, j'étais à Tombouctou. Et à l'époque déjà, il y avait des inquiétudes relayées justement par la presse, par la presse malienne. Et donc, ce qui fait que j'ai comme responsable du quotidien du jour, j'ai plusieurs raisons de traiter de la crise malienne. Donc on en parle dans nos colonnes, même si ça ne figure pas à la une. Et au niveau de nos gouvernements, malheureusement, on a l'impression que, sauf s'il y a des choses qui se passent dans les officines secrètes, on n'a pas encore observé de la part de nos gouvernements, ne serait-ce qu'une attitude de compassion. Même pas compassion, est-ce que moi je n'ai pas dit que la presse est responsable? Le cas du Mali, prenons un exemple. Tous les journaux africains, francophones comme anglophones, titrent les mêmes titres partout pour le cas du Mali, demandant à la soi-disant communauté internationale, parce qu'elle n'existe pas, d'intervenir.
Vous ne trouvez pas que la presse ne fait pas son travail, qu'il faut la presse un peu africaine. Donc chacun se contente de son petit pays et de sa capitale. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la presse ne fait pas son travail sur le plan, donc, en ce qui concerne des grandes questions africaines? Non, non, je suis d'accord avec toi. Mais il faut revenir aux missions traditionnelles de la presse, c'est-à-dire informer, éduquer, divertir, mais ne pas oublier que ces missions s'appliquent à une cible précise, et que la presse est une entreprise, c'est-à-dire qu'un journal, c'est d'abord une entreprise. Donc, on observe de la part de nos publics un manque d'intérêt pour ceux qui, je parle du public général, hein, un manque d'intérêt par rapport à ce qui se passe au-delà de nos frontières. D'où, je crois, la nécessité, à mon avis, de mettre en place vraiment un réseau d'échange d'informations. Et puis, je ne sais pas, trouver le moyen d'imposer, parce que la presse a aussi une mission, on appelle ça agenda setting. La presse peut imposer un agenda à ses lecteurs, donc d'où la nécessité aussi, je crois, hein, d'essayer à chaque fois de trouver de la place pour une page internationale dans les journaux africains. Si c'est maintenant, vous êtes malien, vous êtes à Kinshasa, vous êtes journaliste. Nous, on ne comprend rien. Maintenant, nous voulons ce que vous expliquez aux Congolais, aux hommes politiques congolais, aux intellectuels, ce qui se passe au Mali. On a passé des minutes, mais soit bref et concis. Je me demande d'être un grand professionnel. Mais non, en fait, c'est un peu ce qu'on a exposé pendant notre congrès. C'est dire qu'au Mali, peut-être pour le public congolais, il est bon de savoir que c'est une crise qui était larvée il y a longtemps, mais qui a vu le jour vers janvier déjà, c'est-à-dire il a atteint son maximum en janvier, quand Menaka, je parle sous le contrôle de Macan qui va me compléter, quand Menaka a été pris, ensuite c'est Aguelhok. Après, Menaka, c'est quoi? Menaka, c'est le nord du Mali. Oui. C'est une des régions stratégiques du nord, très proche de Kidal. Après, c'est Aguelhok, une des grandes bases du nord. Et puis, la base de Tessalit aussi, qui a commencé à être. Mais qui occupe le nord? C'est les rebelles, c'est le MNLA qui est venu un peu de Libye. C'est la légion étrangère de Kadhafi, donc de l'armée de Kadhafi, de Libye, qui a pu traverser les frontières libyennes, nigériennes, tchadiennes pour arriver au Mali, parce que nous, on n'a pas de frontière avec la Libye. Donc c'est déjà un danger, et je dis déjà en septembre, octobre, 3 ou 4 mois avant déjà, et les médias maliens et certains médias africains ont commencé à dire que c'est dangereux pour le Mali et à se demander pourquoi seul le Mali accepte ces hommes armés qui viennent de Libye et pas les autres qui ont même directement frontière avec les autres. Les autres ou ont désarmé leurs ressortissants qui viennent de Libye ou les ont empêchés de rentrer parce qu'ils sont armés. Il n'y a que le Mali qui a accepté de les laisser. Et à l'époque déjà, l'ensemble, 80% de la presse malienne disait que notre pays est en train d'être un brasier qui va disséminer l'insécurité dans tout le Sahel. Donc, malheureusement, ils sont venus, ce n'est que dans notre pays que non seulement ils sont rentrés avec armes et bagages, mais on leur a déroulé le tapis rouge pour les recevoir avec des membres du gouvernement qui sont allés à leur rencontre, aller discuter avec eux, aller leur dire bienvenue et vous êtes chez vous et là où vous êtes en sécurité et on va vous voulez dire que le gouvernement malien n'est pas responsable? Il n'est pas responsable, ça veut dire quoi? En tout cas, il est responsable de ce qui est arrivé après. Parce que c'est lui qui a permis à ces gens-là de rentrer alors que les autres gouvernements les ont refusés. Pour quelle raison nous on les accepte? Parce qu'ils sont maliens, ils doivent rentrer avec des armes dans notre pays alors qu'il y a une armée nationale. Est-ce que cela est normal? Et garder les armes sans les verser dans l'armée nationale, sans qu'eux-mêmes se considèrent comme des militaires. Donc, respecter et rentrer dans la discipline militaire, ça fait problème. Et depuis qu'ils sont rentrés en fin septembre, début octobre, ils ont commencé à faire des mouvements, à développer leur système jusqu'à vouloir prendre leur souveraineté. Et qu'eux, ils ne sont pas des Maliens, ils sont de l'Azawad et qu'ils demandent l'indépendance de leur région. C'est là que le gouvernement a essayé de réagir pour dire on ne chose pas, on a commencé des dialogues, mais les gars, ils ont commencé à attaquer et à occuper du territoire jusqu'en janvier.
Et malheureusement pour le Mali, après ça, les militaires ont commencé à se plaindre qu'ils n'ont pas de moyens pour faire face à ces gens qui préparaient la guerre pendant qu'eux ne préparaient pas de riposte contre eux. Et puis ça a donné ce conseil. Et ça a abouti à une mutinerie qui a amené le coup d'État. Donc d'une crise de rébellion indépendantiste et djihadiste, on se retrouve à une autre crise institutionnelle parce qu'un coup d'État est né des conséquences de cette crise-là. Et cette mutinerie, c'est elle qui a été transformée en coup d'État parce que le pouvoir a quitté face au butin. Après, je crois, 7 heures ou 8 heures, je ne sais pas, Makam me complétera après 7 heures. Il est plus fort sur les questions des militaires que moi. Après 7 heures ou 8 heures, j'ai fini. Après 7 heures et 8 heures, ils ont fini par prendre la radio nationale. Et voilà, d'une mutinerie, on se retrouve à un putsch et qui vient renforcer une crise qui était déjà sur les 2 tiers du territoire pratiquement. Et une semaine après ce coup d'État-là, les souverainistes ont repris encore le reste du territoire. Et puis voilà qu'on est dans une double crise de laquelle on s'en sort difficilement. Peut-être Makam va me compléter. Il est plus stratège militaire que moi. Ok, Makam, non, non, il exagère un peu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut faire la guerre pour buter dehors ces gens qui sont fortement armés? Je pense que François Hollande en a parlé à New York. Il y a ceux qui pensent qu'il faut négocier. On va négocier quoi? Vous voyez comment la situation? Je voulais juste revenir, c'est vrai qu'on n'a pas assez de temps, expliquer un peu rapidement et dire que, comme on a dit, hein, comme le grand frère l'a dit tout à l'heure, nous on n'est pas étonnés de voir ce qui arrive au Mali. Vous avez le 23 mai 2006, il y a une petite rébellion. Les rebelles se sont attaqués, il faut retourner en arrière un peu pour comprendre. Les rebelles ont attaqué 2 camps à Kidal. Maintenant, pour la négociation, dans le cadre de la négociation de cette rébellion, ils sont allés en Algérie signer un accord que tout le monde a dénoncé, à l'époque l'ancien président, un accord qui disait purement et simplement qu'une bonne partie du territoire malien devait être carrément abandonnée par l'armée malienne, mon frère. Donc ça, le gouvernement qui est parti négocier. ATT a envoyé son ministre et tout, ils sont allés négocier ça à l'époque, en 2006 déjà. Pour abandonner... Pour abandonner carrément une partie du territoire malien. Pour vous dire que cette partie, l'armée, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune autorité, créer carrément un no man's land clair et net, on sait pourquoi. C'est pour laisser champ libre aux narcotrafiquants et tout. C'est ça la réalité. En fait, vous savez, au nord, il y a un passage au Mali, au nord, c'est un petit passage. On ne peut pas accéder ni à l'Algérie ni aux autres sans passer par ce petit coin. C'est ce qui intéresse, en fait, la stratégie du nord, c'est cette partie. C'est vers la frontière algérienne. Donc tout le combat tourne autour de cela. Mais l'armée malienne, les autorités maliennes ont accepté de retirer les services d'ordre maliens de cette zone. Donc pour vous dire, cette zone, elle n'est pas occupée depuis maintenant, elle est occupée depuis longtemps. Donc depuis ce temps, il y a une bonne partie du nord du Mali qui est carrément un no man's land. Les rebelles, ils se sont installés dans une colline qu'on appelle Tegargat. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, aussi au vu de tout le monde. Mais puisqu'ils ne touchaient pas à l'administration dans les grandes villes, chacun faisait avec. L'État les acceptait et ils acceptaient tant qu'ils pouvaient mener facilement leurs affaires au nord du pays. Ça, c'est la première chose. Maintenant, le tournant de cette crise, c'est la prise de l'aéroport de Tessalit, qu'on appelle l'aéroport d'Amachache. C'est un aéroport qui peut accueillir tous les avions du monde, de toutes les destinations. À un moment, on parlait un peu... Dans le désert, dans le Sahel. Dans le Sahel, à un moment, on parlait un peu de... les États-Unis qui veulent installer une base à Tessalit, la France. Il s'agit de cette zone. En fait. Donc, dès la prise de cette ville, c'était fini. Entre-temps, ils avaient commis le massacre d'Agerhawk qui a sérieusement démobilisé les militaires. Avec la nouvelle technologie, certains parents ont vu les images de ce massacre. Donc ils ont dit carrément, il y avait le téléphone. Et puis vous savez, c'est grave, on ne peut pas envoyer des militaires. Il y a eu la marche des femmes militaires sous la présidence de la République. Oui, on ne peut pas envoyer des militaires. C'est incompétent, on peut dire comme ça. Non, il a dit, en tout cas, il est responsable à 100%. Il a été irresponsable. Il a été très irresponsable. Donc on peut justifier le coup d'État au moins. Oui, non, moi je l'ai dit, on ne l'a jamais caché. On a dit que ces gens, le 22 mars, n'auraient pas fait le coup d'État. Il y aurait un coup d'État, maintenant pour des raisons même politiques et constitutionnelles. C'est-à-dire, notre constitution nous interdisait
de tenir des élections dans un pays occupé même à 0,01%. Le pays était, les tiers du pays étaient déjà occupés, donc la Constitution interdisait toute élection, tout ce qui est élection, il y avait cela. Maintenant, il y avait beaucoup d'autres raisons qui pouvaient... Bon, on est sur un plateau de télévision, c'est vrai, mais il y a beaucoup de rumeurs qui parlaient d'autres coups d'État au Mali. Mais ces gens, ils le disent à tout le monde, les jeunes. Pour eux, ce n'était pas un coup d'État. Mais que pensez-vous de ceux qui disent, que s'il y a ces rebelles qui occupent la nord du Mali, c'est parce qu'il y a du pétrole? Est-ce que c'est vrai? Non, avant de reprendre ça, j'ai oublié, vous m'avez parlé de guerre et tout. Vous savez, les gens, certains disent des choses qu'ils ne savent pas. Maintenant, quand il y a un petit problème, tout le monde se transforme en expert. Ce n'est pas une guerre classique qui peut être menée au nord du Mali en réalité, depuis longtemps. C'est-à-dire, ce n'est pas comme une armée qui vient s'installer à une ligne de front pour tirer sur l'autre armée. Ce n'est pas la même chose. Les gens ils connaissent le terrain, ils connaissent les collines. Quand vous voyez, ils peuvent rester un mois et puis ils sont habitués à cette vie. Dans la région, il y a quel pays qui peut un peu rivaliser en termes d'habitude de vie et tout à ces gens? Peut-être un peu le Niger, le Tchad, un peu. Or, le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO. On sait que nos autorités viennent de dire récemment qu'ils ne veulent pas de troupes en dehors de la CEDEAO. Bon, tout ça, en fait, moi, je ne me mêle pas trop de ça parce que les institutions, même au pays, à la limite, il n'y a pas d'institutions. Ils disent aujourd'hui A, après ils disent une autre chose. Bon. Donc, franchement, mais que tout le monde ait la France, que tout le monde sache que ce ne serait pas une guerre classique qu'il faut mener, qu'on peut mener au nord du Mali, et qu'il y a nos parents qui vivent encore au nord du Mali. Mais que font les élites maliennes, intellectuelles, tout comme politiques? Donc, tout le monde a abandonné. Sur ça là, oui. Pour qu'on se dise la vérité, les élites maliennes, elles font comme les élites congolaises. On est au Congo. C'est-à-dire que vous avez toujours des gens suffisamment responsables, suffisamment patriotes, suffisamment nationalistes qui pensent ça. Et vous avez d'autres qui ils ont des intérêts et des connexions internationales qui ne partagent pas forcément les seuls intérêts du pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens ils sont partagés. Certains disent ouais, il faut envoyer des troupes pour venir sécuriser le Mali, amener la paix au nord et tout. Et d'autres qui disent, qui sont d'accord avec une bonne frange de l'armée, qui disent on veut que la communauté internationale nous aide, mais il faut qu'il nous aide à être forts. Il ne faut pas qu'il nous aide en venant faire comme chez vous, 22 000 gars, passe-moi l'expression, des Nations Unies ou de ceci, cela, qui viennent non seulement pour prendre de l'argent, mais pour bien s'amuser ici. Et puis bon, pendant ce temps, on nous laisse au feu là-bas, il n'y a rien. C'est ça, parce que fort de ce qui s'est passé en Somalie, fort de ce qu'on vit au Congo, que je vois toutes les nuits, voir les arrêts des Nations Unies partout et tout. Bon, mais je me dis, aujourd'hui, l'armée malienne demande une chose. Donnez-nous les moyens de combattre ces gens-là, parce que ce qui nous a empêchés d'être forts vis-à-vis d'eux, nos institutions précédentes ne nous ont pas mis dans toutes les conditions de mener une guerre contre des gens du pays même qui veulent se rebeller. Parce qu'une rébellion, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas totalement comme chez vous où la rébellion, elle est soutenue par d'autres pays qui sont à côté. Nous, c'est une rébellion qui est montée, c'est vrai, par un ou deux pays voisins, mais qui ne disent pas leur nom, mais surtout par les mêmes gens de la communauté internationale. C'est leurs intérêts. Le MNLA, on sait à quelle source ils boivent. À quelle source? Ils boivent aux sources occidentales, notamment en France, notamment en Mauritanie, et ainsi de suite. Nous, on est des journalistes. Non, mais ça, c'est pas caché. Ça peut être faux, ça peut être vrai, mais en tous les cas, à l'état de nos analyses et des informations que nous avons, c'est là ils boivent. Et pourquoi aujourd'hui le MNLA, qui n'est pas sur le terrain, qui a été pris par les djihadistes, leurs anciens alliés, qui les ont battus, sortis du terrain, on continue à négocier avec eux. Des gens qui ne sont même pas sur le terrain, ils ne sont pas au Mali. Ils demandent l'indépendance d'une région. Ils ne sont même pas dans la région, vous voulez qu'on aille négocier avec eux une indépendance. Sur quelle base? C'est fou. Xavier, quand on regarde la situation de l'Afrique chaque fois. Non, je voulais dire, excuse-moi, Frédéric, c'est-à-dire, par rapport à ce que Cissé a dit, par rapport au soutien international, excuse-moi, c'est-à-dire par rapport au soutien international, les accusations, ce ne sont pas des accusations gratuites, tout le monde a entendu, sur une grande chaîne internationale ici, l'ancien ministre français des Affaires étrangères saluait les victoires du MNLA à l'époque. Alain Juppé. En janvier, février déjà. Donc il l'a dit ici, on était là, on a écouté, nous on s'est plaint par rapport à... Il a salué, il a dit qu'ils font des avancées. Comme on peut aider, on peut parler... Comment on peut parler
comme c'est là d'un mouvement indépendantiste qui veut la séparation d'un territoire. Donc par rapport à ça, ce n'est pas des accusations gratuites. Ok, Xavier, je disais, en voyant toute l'Afrique aujourd'hui, il y a des guerres partout, des conflits. On a l'impression que malgré les 5 siècles de domination étrangère, on a l'impression que les Africains n'ont pas encore compris que le monde est en train de bouger. Et cette fois-ci, ça bouge mal. C'est encore pire que l'esclavage. Comment expliquer cette inconscience des élites africaines, toutes confondues? Bon, avant de répondre à la question, je voudrais quand même dire un mot sur la crise malienne. Pour m'interroger. Ça y est, bref, parce qu'il reste 5 minutes. Oui, très bref. C'est-à-dire que je m'interroge sur le silence de quelqu'un comme Alpha Ouna Konaré. Et peut-être que les confrères maliens vont nous donner une réponse. Et sur l'attitude ou le silence de certains pays voisins comme l'Algérie qui ont quand même les moyens militaires pour assister le Mali dans cette crise. Pourquoi absolument se retourner vers la CEDEAO et vers la France plutôt que vers l'Algérie, par exemple? Moi, c'est, vu du Cameroun, quelques questions que je me pose. Maintenant, pour revenir à la question sur les élites, moi, je crois qu'il faut... chez nous, en Afrique, je crois qu'on abuse du terme élite. Peut-être parce que ça confère un certain prestige. Et il y a une confusion entre élite et intellectuel. Donc, je crois qu'il faut parler plutôt de la faillite des diplômés. Quand on parle de l'Afrique, parce que pour moi, un chef du village qui n'a jamais été à l'école, mais qui encadre bien ses populations, qui aide à entretenir les ponts, le dispensaire du coin, etc., ou l'école du coin, qui aide à payer le maître d'école, pour moi, c'est une élite. Il ne faut pas forcément être sorti de Harvard ou de Sorbonne pour prétendre être une élite. Et donc, je crois que le problème que nous avons avec nos élites, c'est qu'ils sont allés en Occident et ailleurs pour chercher le savoir. Et quand nous les envoyions avec nos impôts, c'était pour qu'ils reviennent nous aider à consolider nos États et à aider au développement du pays. Mais ils sont revenus et pour la plupart travaillent pour consolider les dictatures et se remplir les poches. Donc je ne sais pas comment on peut expliquer cela. Je n'ai pas fait des études particulières sur la question, mais voilà ce que je pouvais dire. Comment expliquer cette faillite? Je viens de la Chine. J'ai vu même dans un pays communiste, il y a un débat sur le monde. On a été reçu aux affaires étrangères, on dit que l'Amérique peut faire la guerre, il faudrait pas, c'est pas bon. Les gens en discutent. Mais quand vous venez dans les médias africains, c'est comme si tout marche bien. On voit des gens sans souci. Hein? On vit dans une situation normale. Alors que le monde qui nous entoure est en ébullition. Comment expliquer, je dirais, que cette inconscience et des intellectuels et des élites? Mais, Freddy, vous pouviez raconter tout ce que vous voulez si les décideurs, qui constituent simplement une petite poignée, ne sont pas en phase avec vous, sont en phase avec leurs propres intérêts. Qu'est-ce que vous pouviez faire? Regardez même le système global même des pays. On utilise le mot démocratique, on utilise le mot élection, on utilise le mot transparence, bonne gouvernance. Mais dans les faits, c'est rien du tout. Le cas du Mali, c'est un problème de vision. Et moi, je ne rêve plus, comme je dis. Je pense que c'est la génération de mes petits-fils qui pourront faire de l'Afrique quelque chose. Mais regardez comment nous sommes aujourd'hui. On institue un truc comme la CEMAC pour l'Afrique centrale. Mais je ne peux même pas aller au Gabon sans visa. Je ne peux même pas me rendre en Guinée équatoriale. J'arrive à Nairobi, je n'ai pas de visa, je dors à l'aéroport. Mais il y a des choses simples, banales de tous les jours. Mais on s'appelle mon frère africain. On s'appelle mon frère africain. Tel président va chez l'autre, je suis allé chez mon frère. Mais après ça, après les trucs de télé, mon frère, mais dans les faits, il y a quoi? La Chine, mais ils ont pensé d'autres choses. Ils ont commencé, tu vois, avec Deng Xiaoping, avec sa célèbre phrase qu'elle porte la couleur du chat, la table à souris. Mais il y a une vision.
Ça veut dire que laissons nos idéologies de côté. Il faut que nous avancions pour atteindre les Occidentaux et peut-être les dépasser. Alors, donc il y a ça. Mais nous, les hauts dirigeants, en dehors de survivre au pouvoir, même la Chine, je vais vous dire, aucun dirigeant en Chine ne fait plus de 2 mandats de 4 ans. On a beau dire que la Chine n'est pas démocratique au sens, je ne sais pas quoi et quoi, mais aucun dirigeant ne fait plus de 8 ans au pouvoir. Alors, chez nous, chez nous, on en a 25 ou 30. Moi, c'est là moi je rends et les journalistes et les intellectuels les responsables. Je prends un exemple. Ça ne nous empêche pas d'écrire. Parce que c'est nous qui gardons l'opinion. Mais nous écrivons. Mais écoute, ça ne nous empêche pas. Nous écrivons. Ça ne nous empêche pas d'écrire, de dénoncer et d'orienter. Excusez-moi, vieux. Donc, ça ne nous empêche pas d'écrire et d'orienter l'opinion. Ça ne nous empêche pas. Pourquoi vous ne prenez pas le courage d'imposer? Les gens écrivent. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup plus de journalistes en prison, il y a des restrictions. Non. Le problème, il faut écrire, il faut continuer à écrire. Il faut répéter le message. Les gens écrivent. Parce qu'à vous entendre parler, les carottes sont cuites. On croise les bras. Pas à ce point. Non, oui, allez-y. Tu dis que le temps est fini. On va finir. Mais c'est fini. Comme on dit, 2 minutes. 2 minutes. Non, on ne va pas continuer à flageller les médias. Moi, je te prends le cas du Mali. Je te parle d'un cas concret. Comme il t'a dit, depuis 2006, les médias n'ont cessé à 80%. C'est déjà ça. De dire régulièrement attention, attention, attention. Maintenant, comme malgré tout, la crise est venue, aujourd'hui, c'est les médias qui sont au cœur de la gestion de cette crise-là. Et c'est aujourd'hui, comme Gattama vous a dit, c'est quand il y a la crise, l'insécurité qu'on commence à écouter les médias. On a alerté, on a tiré la sonnette d'alarme, on a écrit régulièrement, quitte à aller en prison, quitte à être suspendu au niveau de la radio. Aujourd'hui, des journalistes sont bastonnés par les gens qui font la charia, par les intégristes et tout et tout. Mais ils continuent de parler. Les radios sont fermées au nord, mais les gens, ils prennent des radios de fortune. Ils font. Et souvent, on veut les tuer même. Ils rentrent à Bamako, mais on continue à écrire. Et on continue à dénoncer. Quitte à ce que ça vous coûte la prison, ça vous coûte une suspension et tout. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Chacun joue sa partition. Mais le plus grand journaliste ne peut donner que ce qu'il a. C'est sa plume, c'est son micro, c'est les images qu'il donne. Comme la plus Ok, belle femme du je monde. pense que nous arrivons à la fin de notre entretien. Je pense que nous devons faire ces débats sur plusieurs tranches d'émissions. Nos amis. On peut faire un débat téléphonique du Mali à ici. Non, on va le faire parce que vous restez encore ici, vous êtes chez vous. Oui, bien sûr. Parce que le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Ça, c'est chez vous. Bien vous sûr, restez, vous êtes calme, vous allez participer au débat. Comme nos amis camerounais. Je termine une chose. Oui. Moi, en 96, je parle sous le contrôle de Macan, je peux t'envoyer l'édito. J'ai fait un article pour dire que la communauté internationale est en train de balkaniser la région des lacs. Parce que j'ai dit, ce n'est pas le dictateur Mobutu qu'il faut attaquer, mais il faut penser au Congo. Le grand Congo ne peut pas être des petits pays. On va revenir, vous êtes encore là, on va faire l'après-midi. Comme nos amis partent bientôt, donc il faut les libérer. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec nos 4 invités. On a M. Cissé, qui est du Mali, journaliste. Monsieur Xavier Douchoua du Cameroun, Gattama du Cameroun et Kone du Mali. Donc, et toi-même du Congo. Moi, je suis du Congo. Nous espérons que vous avez tous compris les messages. Donc, prenez-vous en charge. Ce qui va vous arriver, c'est pire que l'esclavage. Une fois de plus, merci et bonsoir.